c'est l'histoire d'un but. Un but qui va changer à jamais la vie des hommes qui composent le Paris Saint-Germain de cette saison 1995-96. Ce club ne sera plus jamais comme avant. On a pris cette Coupe d'Europe à fond dès le début et on s'est dit on va aller au bout. On a atteint le Graal, nous, c'est ce qu'on recherche, c'est gagner une Coupe d'Europe, alors c'est la Coupe des Coupes. C'est ce qui manquait à ce club-là, à ce moment-là. Parce qu'on en a, c'est le terme, on en a chié, quoi. Mais bon, c'était notre année, moi je le sentais. Bruxelles, 8 mai 96. Le Paris Saint-Germain est sur le toit de l'Europe. Le club de la capitale remporte le plus beau trophée de son histoire. Mais que ce fut difficile. À Paris, rien ne se passe jamais comme ailleurs. Ce club n'est décidément pas comme les autres. Le PSG égale émotion. Le PSG égale passion. Le PSG égale impertinence. Le PSG, on est, j'aime bien ça, on est des enfants terribles. Pour arriver au sommet, le club de la capitale est passé par toutes les émotions. En ce début de saison 95-96, le PSG mise sur un groupe expérimenté, mené par un jeune entraîneur qui a le club dans la peau. Cet homme, c'est Luis Fernandez. Il a tout connu avec le Paris Saint-Germain. D'abord comme joueur, puis comme entraîneur. Le PSG, c'est un club que j'ai dans le cœur. C'est un club dans lequel j'ai grandi. C'est un club dans lequel j'ai fait ma formation. Je suis devenu capitaine, on a été premier titre. C'est pour ça que tu ne peux pas le trahir, ce club. Pour Luis Fernandez, ce club est sacré. S'il a autant l'amour du PSG, c'est d'abord pour son enceinte, le Parc des Princes. Quand tu rentres dans ce stade, tu es obligé de ressentir quelque chose, tu es obligé de ressentir la ferveur. Quand vous êtes joueur de foot et vous jouez dans ce stade-là avec le bruit que ça faisait à l'époque, c'est quelque chose qui, voilà. Quand j'étais jeune, je venais au Parc des Princes supporter l'équipe. Et là, d'avoir la chance de rentrer sur la pelouse et de jouer devant 50 000 personnes. Paris est magique. Le parc est magique. En ce début de saison 95-96, le Paris Saint-Germain est un club encore très jeune. Le PSG a 25 ans et déjà assouvi de grandes ambitions. Dès l'origine, alors qu'il n'a encore que quelques joueurs professionnels, le club de la capitale a plein d'ambitions et un entraîneur hors du commun, le meilleur Français en Coupe du Monde, Just Fontaine. Nous sommes le 4 juin 1974. Dans quelques heures, Paris doit jouer le match de la montée en première division. Si on monte, c'est le Parc des Princes avec 45 000 personnes. Et si on ne monte pas, Saint-Germain avec 1500 personnes. Alors c'est à vous de voir le problème. Si vous voulez jouer l'année prochaine en seconde division, vous me le dites de suite, je ne vous mets pas dans l'équipe. Et si vous voulez jouer en première division, vous le montrez sur le terrain, c'est tout. Le message du grand Just Fontaine est reçu. À peine 4 ans après sa naissance, Paris Saint-Germain est en première division. Paris Saint-Germain en première division, c'est fait. L'équipe de Just Fontaine, victorieuse 4-2, a pris sa place pour la première division. En 1978, le parc va connaître une histoire d'amour folle. Son premier prince. C'est l'ère du président Borelli. Personnage hors norme, il va définir l'ADN du Paris Saint-Germain. L'époque de Francis Borelli, elle a probablement défini la personnalité générale du PSG. Borelli, c'était des critères très esthétiques. Il fallait que les joueurs, ils jouent bien, il fallait qu'ils soient beaux. Il fallait qu'ils soient élégants. Donc il avait des critères parfois. On va prendre ce joueur, non, attends, t'as vu comment il est habillé, là, son short tombe pas bien, il est pas beau. Si le club est aussi attachant, c'est parce que Francis Borelli y a amené du panache, il y a amené du cœur. Avec lui, la ville gagne en 1986 le titre de champion de France, le premier depuis 50 ans
après celui du Racing. Mené par son capitaine Luis Fernandez, alors joueur emblématique de l'équipe, Paris entre dans la légende. Ce que le Paris Saint-Germain a vécu là, c'est, je dirais, la première pierre de son vécu, de son expérience pour la suite. C'était la fin de l'adolescence et le début de l'âge adulte. En 1991, après quelques années difficiles, Canal+ rachète le Paris Saint-Germain. Une époque flamboyante commence. La chaîne cryptée décide de confier la présidence du club à un homme de télévision expérimenté, Michel Denisot. Passionné de football, il dirige le club d'une main de maître. C'est le début, je dirais, de l'aventure internationale du Paris Saint-Germain. Le club a été structuré pour justement franchir des étapes. Canal+ arrive sur, disons, la scène du football. Il est normal qu'ils aient à la fois des ambitions et des objectifs, dans la mesure où ils donnent les moyens pour ça. Cette saison 95-96, le PSG, avec ses 5 nouvelles recrues, doit tout remporter. Il y a d'abord le défenseur central, Bruno Ngotti. Acheté à prix d'or à l'Olympique lyonnais, le jeune espoir du championnat de France possède une frappe lourde et surpuissante. Il est l'un des plus gros transferts de l'intersaison. Le PSG allait aux années 90, c'était vraiment le summum du football français. Quand j'ai eu la possibilité de signer au PSG, j'ai sauté sur l'occasion. Donc, le PSG, ça pouvait pas se refuser. Il y a aussi l'avant-centre, Patrice Loco. Le meilleur buteur du championnat précédent rejoint le club de la capitale à l'été 95. Il y avait Paris Saint-Germain, il y avait Marseille qui était intéressé pour ma venue. Pour moi, je voulais jouer au Paris Saint-Germain parce que c'était un rêve d'enfant, mais aussi parce que Paris, à ce moment-là, était l'équipe phare du championnat et que l'équipe jouait la Coupe d'Europe chaque année. Le PSG enregistre aussi le retour du milieu défensif Laurent Fournier. Fort en gueule, il n'hésite pas à aller au contact pendant les matchs. Laurent Fournier s'est exilé à Bordeaux le temps d'une année. Son retour annonce la formation d'un bloc compact, armé pour affronter les grandes équipes du continent. Quand moi je reviens de Bordeaux, on me dit il ne faut pas faire comme l'année dernière, il faut gagner quelque chose, et quelque chose d'important. Donc ce qui était important, c'était la Coupe des Coupes. Mais la recrue star de l'été s'appelle Youri Djorkaeff. Son père Jean, dit Tchouki Djorkaeff, a été un grand joueur et le capitaine du Paris Saint-Germain dans les années 70. Chez les Djorkaeff, on a le PSG dans le sang. Meilleur buteur du championnat de France, très sûr de lui, il a toujours su qu'il porterait un jour les couleurs du club de la capitale. Le jeune Youri foule la pelouse du Parc des Princes dès son plus jeune âge. Avec mon frère, on a été les premiers à fouler le Parc des Princes. Lors de sa construction, il n'était pas encore ouvert au public. Mon père avait été convié à une visite en étant membre de l'équipe de France, membre du Paris Saint-Germain. On a chopé un ballon et on est parti sur la pelouse. Et il y a un journaliste qui a immortalisé cette photo-là et qui a sorti la photo les princes du parc. Plus tard, le prince du parc deviendra le Snake. Djorkaeff driblait ses adversaires comme un serpent se faufile entre les pierres. Jeune loup du championnat, Youri Djorkaeff est un compétiteur hors norme. Il a faim de titre. Je me souviendrai toujours de cette discussion que j'ai eue avec le président Michel Denisot et avec Luis Fernandez avant. J'ai envie de leur demander clairement quels étaient les objectifs du club. Donc ils m'ont dit champion, la coupe et aller le plus loin possible en Coupe d'Europe. Et donc moi je lui ai dit non, c'est pas aller le plus loin possible en Coupe d'Europe, c'est gagner la Coupe d'Europe. Et je crois que voilà, l'équipe doit être montée, doit être faite pour cette coupe-là. Cette saison, le Paris Saint-Germain dispute la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe. À l'époque, elle rassemble les vainqueurs des coupes nationales. Ces 3 dernières années, le PSG s'est arrêté aux portes de la finale. Dans les années 90, il est encore très rare qu'un club français atteigne les demi-finales. Le club de la capitale a été à chaque fois éliminé par des ténors du continent. D'abord, par la Juventus de Turin en Coupe de l'UEFA. Le PSG est privé d'Europe après sa défaite hier soir contre la Juventus de Turin au Parc des Princes. Et en 94, le PSG est éliminé par les Anglais d'Arsenal en Coupe des Coupes. En 95, il tombe en Ligue des Champions contre le grand Milan AC. Le rêve européen est fini pour le Paris Saint-Germain. Les Milanais étaient bien trop forts hier soir. Mais après ces 3 éliminations d'affilée en demi-finale de Coupe d'Europe, le club de la capitale veut cette fois aller au bout. On a
pris cette Coupe d'Europe à fond dès le début et on s'est dit on va aller au bout. On avait envie de gagner tous les ans quelque chose, d'autant plus qu'on venait de s'arrêter 3 fois de suite en demi-finale. Donc on se disait cette année c'est la bonne. Parce que la Coupe d'Europe, quelque part, elle fait rêver. Le championnat, je ne dis pas qu'il ne fait pas rêver, je n'irai pas jusque-là, mais c'est pas pareil. On a construit une équipe pour gagner cette coupe-là et ça a été clair entre nous dès le départ. On a dit, on va gagner la coupe. Avec la Coupe d'Europe en ligne de mire, la saison du PSG débute en trombe. Mais c'est d'abord en championnat de France que Paris brille. Le club de la capitale écrase tout sur son passage. L'équipe est sur un nuage. Elle pratique un football exceptionnel. La mayonnaise a pris entre les anciens et les nouveaux. Le match vient à peine de commencer lorsque Patrice Loco hérite d'un centre de Vincent Guérin. Huard s'incline une première fois. Et enfin, l'inévitable rail qui donne à la victoire du PSG des allures de balade automnale. Il y avait une espèce d'impression qu'on ne pouvait pas perdre. On allait à l'extérieur, les équipes avaient peur de rencontrer le PSG du début de saison. Cette équipe, dans cette première partie de championnat, a été excellente, emmenée par Luis Fernandez, qui était l'homme de la situation à ce moment-là. Une première partie, on va dire, très très bonne sur l'ensemble du jeu. En championnat, le 9 décembre 1995, avant la trêve hivernale, Paris affronte le FC Nantes, tenant du titre, pour un match au sommet. Les Nantais qui ne se doutent pas encore qu'un ouragan va leur passer dessus. Ce soir-là, Paris réalise un match d'anthologie. Oui, le PSG est depuis 2 mois un rouleau compresseur auquel personne ne résiste, pas même le champion de France en titre. Quand on gagne 5-0 contre Nantes, on n'a qu'à penser à essayer de bien se préparer pour la deuxième partie. Vous pensez que ça va rouler tout seul, que personne ne vous rattrapera puisque vous avez assez de points d'avance? Maintenant, on sait toujours que dans le football, tout peut aller très très vite et que des périodes dorées comme ça se cachent souvent des périodes un peu plus difficiles. On se demandait quand allait arriver le hic. Et il est arrivé après la trêve. Mais personne au club ne se doutait qu'après la belle série de cette première partie de saison, l'orage couvait. Le sport, c'est pas une courbe linéaire. Il ne suffit pas de faire des bons entraînements, d'avoir de grands joueurs, pour que d'une façon arithmétique, les points arrivent. Il y a des moments difficiles. En ce début d'année 96, le PSG ne gagne plus et s'enfonce en championnat. Bientôt, ses poursuivants le rejoignent au classement. Quand vous perdez un match, vous dites c'est pas grave, il va en avoir un autre, et le deuxième ça va pas, puis le troisième, et vous êtes dans une série extrêmement négative, et la confiance vous la perdez. La machine s'enraille, et quand elle s'enraille, c'est difficile de repartir. Le doute s'installe en vous, prenez plus de risques, et c'est ce qui s'est passé. Mais il y a un match en particulier qui va laisser des traces et marquer cette deuxième partie de championnat. Ce 11 février 1996, au Parc des Princes, Paris Saint-Germain affronte Montpellier, timide 8e du championnat. Le public commence à lâcher le Paris Saint-Germain. Là, ça a été un des tournants, je veux dire, de cette chute, entre guillemets, du Paris Saint-Germain. C'est le fameux match de Montpellier. On passe carrément à l'actualité sportive maintenant avec une sacrée surprise. Hier soir au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain, leader du championnat de France de football, a pris une drôle de claque. Jusqu'à la 77e minute, Paris mène 2-0 lorsque l'invraisemblable se produit. Pendant 4 minutes, le PSG sort du match. Montpellier en profite pour inscrire 3 buts. Le Parc est abasourdi. C'est des matchs qui marquent, parce que quand tu gagnes 2-0 au Parc et que tu perds 3-2 à la fin, c'est pas possible. Pour tout vous dire, je ne me l'explique pas encore aujourd'hui, que je pensais que c'était un accident, et ça a été plus qu'un accident. On n'arrivait pas
à toucher le ballon, on n'arrivait pas à marquer un joueur, on n'arrivait pas à se mettre dans le match. Et ce qui devait arriver arriva. On en a pris un, on en a pris deux, et on n'a pas eu... On n'a pas eu l'orgueil pour se dire « Allez, on va chercher cette victoire ». Paris chute et ne se relève pas. L'objectif de la Coupe d'Europe semble désormais inatteignable. Dans le vestiaire, la belle unité du début de saison est terminée. On ne se parle plus. Mais surtout, entre l'entraîneur et certains joueurs, le torchon brûle. On n'avait pas la stabilité qu'il fallait dans notre environnement pour gagner tous nos matchs de championnat. Les joueurs commencent là à s'apercevoir qu'il y a pagaille et qu'il faut réagir au plus vite. On était devenu une équipe de coups. Et je pense que c'est beaucoup lié à la personnalité de l'entraîneur. Il croit qu'il est le patron. En fait, il est le patron quand ça marche, mais quand ça va mal, il est moins présent. Il ne sait pas encore gérer les mauvais moments d'un club. La difficulté de Fernandez a été un entraîneur très esseulé au Paris Saint-Germain. Il avait presque des rapports amoureux avec ses joueurs et ça s'est transformé comme une déception amoureuse. Et c'est ce qui va faire qu'on va arriver dans cette deuxième partie où il y a une ambiance qui n'est pas bonne, qui va s'instaurer, qui va se créer au sein du groupe. La relation avec Luis a été... elle est particulière. Elle peut être douloureuse par moments, mais en tout cas, la chose qu'on ne peut pas lui reprocher à Luis, c'est que c'est un passionné. Luis Fernandez est omniprésent. À la fois entraîneur, mais encore un peu joueur. Nerveux, tendu, Luis vit par et pour le football. Il veut tout faire, tout régenter. Et cette passion, il nous l'a amenée, il nous l'a transmise, mais à un moment, elle devient usante. Usante, tout le temps, à faire les jeux, l'entraînement, à faire des petits ponts, à chambrer, parce que c'est dans sa personnalité. C'est sa façon de faire, et puis nous, même aux entraînements, il veut toujours participer aux jeux, il était toujours avec tous, les entraînements ne s'arrêtaient pas quand il était dans une équipe et son équipe, elle ne gagnait pas, donc ça ne s'arrêtait pas. J'ai toujours été un compétiteur, je voulais toujours gagner tout. Même aux entraînements, quand je jouais avec eux, je voulais gagner des petits jeux, je veux toujours gagner, parce que pour gagner, il te faut avoir cette attitude, il faut avoir ce comportement, il faut être compétiteur. Si tu es compétiteur à l'entraînement, tu es compétiteur en match. Malgré la crise de nerfs en interne, le PSG ne veut pas abandonner ses rêves européens. En quart de finale, les Parisiens doivent aller affronter les redoutables Italiens de Parme. Ces derniers viennent de remporter 2 trophées européens en 3 ans. Les Parisiens, convalescents après quelques matchs difficiles en championnat de France, n'auront pas la partie facile ce soir face à des Parmesans qui restent l'une des meilleures équipes du Calcio. C'est vrai que les équipes françaises avaient toujours du mal contre les équipes italiennes parce que c'était un jeu qu'on connaissait moins. On se sentait peut-être inférieur à ce genre d'équipe. À cette époque-là, les Italiens ils nous font chier toujours. On sait, on joue les Italiens, ils sont pénibles à jouer, ils ne se livrent pas, ils sont toujours plus mauvais que nous, mais se qualifient toujours. En Italie, au match aller, Paris s'incline 1-0. Mais surtout, le meneur de jeu du PSG, Youri Djorkaeff, se blesse sur le terrain de Parme. Il sera absent pour plusieurs semaines. Le match retour s'annonce difficile. Un joueur va alors se distinguer, le Brésilien Rai. Je sentais que l'équipe, ça a beaucoup appuyé sur ma performance et ce que je pouvais apporter à ce match-là. Champion du monde et capitaine de la Seleção, le Brésilien réalise l'une de ses meilleures saisons avec le Paris Saint-Germain. Ce match retour commence de manière idéale pour les Parisiens en bleu. 5e minute, Nouma s'infiltre dans la surface italienne, Cannavaro vient l'accrocher. L'arbitre suédois siffle penalty, Rai se charge de la sanction. Le tir millimétré du Brésilien remet les deux équipes à égalité sur l'ensemble des 2 rencontres. Alors pour ce match retour, il fallait tout faire justement pour éviter notamment que Parme ne marque au Parc des Princes. Au retour, je prends un but con. Une balle qui rebondit juste devant moi, quoi.
Je n'ai pas vu le départ du ballon, j'ai vu l'arrivée, donc je n'ai pas eu le geste qu'il fallait. Tout d'un coup, c'est vrai que pour nous, sur le terrain, tout s'écroule. Nouveau rebondissement 10 minutes plus tard, avec l'aide d'un défenseur, Raï trouve Loco qui relance le Paris Saint-Germain. Ce que je me rappelle, c'est que je récupère un ballon aux abords de la surface de réparation. Je percute et je sais qu'il y a un joueur de Parme qui vient me faucher. Le penalty est évident et quand il y a eu ce penalty, donc Raï a pris le ballon, tout ça, je suis allé le voir. Je lui ai dit, bon, Raï, on est tous avec toi. C'est toujours difficile de tirer 2 penaltys dans le même match. 2 pénalités dans le même match, c'est très très compliqué. Le gardien savait que c'était le deuxième, qu'il bougeait pas mal pour m'essayer de me déconcentrer. Donc j'ai essayé d'oublier que j'avais tiré un penalty. J'ai essayé de faire en sorte que ces moments soient un moment à part. 3-1. Pour le moment, Paris est qualifié, mais il reste 20 minutes à tenir. Un seul but italien condamnerait les Français. 85e minute, la défense du PSG cruellement absente. Bernard Lama a évité le pire. Les dernières secondes sont interminables. L'arbitre fait jouer plusieurs minutes au-delà du temps réglementaire. Raï a été grandiose. Pas que Raï, mais lui en particulier, toute l'équipe a été très forte. Tactiquement, on a été meilleur que les Italiens, ce qui est très rare. Après ce match-là, on s'est dit que l'objectif était à 2 marches. Après avoir éliminé Parme, le PSG affronte en demi-finale les Espagnols du Deportivo La Corogne ce 4 avril 1996. Emmené par le Brésilien Bebeto, champion du monde et buteur prolifique, l'équipe de la Galice est en pleine ascension. La Corogne, c'était un gros match. En face, il y avait Bebeto. Il y avait de très très bons joueurs. La Corogne était en train de grimper. C'était une bonne équipe, la Corogne. C'est un peu le Barça ou le Real de cette époque qui dominait le championnat, qui était une des meilleures équipes du championnat espagnol. Pour espérer battre la Corogne, le Paris Saint-Germain compte sur son attaquant star, Youri Djorkaeff. Toujours blessé et malgré ses progrès à l'entraînement, le jeune international n'est pas certain de participer à ce match décisif contre la Corogne. La veille à l'entraînement, les dirigeants qui étaient avec moi me demandaient quelles étaient les raisons pourquoi je ne faisais pas débuter Youri Djorkaeff. Louis m'avait demandé de donner un avis par rapport au football. Et je lui avais dit, il tiendra 10-15 minutes. Donc on avait réfléchi. Ok, je vais débuter sur le banc et on verra comment le match il se déroule, mais peut-être je rentre pas. Au stade du Riazor, dans l'antre du Deportivo, les Parisiens ne partent pas favoris. Les supporters espagnols se voient déjà en finale. Paris subit et manque d'encaisser un but. Puis au bout d'un moment, je le sens. Et je vois Louis, je sais comme il est, une fois qu'il est dans le match, il ne voit pas ce qui se passe à droite, à gauche. Et alors, ce que j'ai fait, c'est que je me suis rapproché petit à petit. Je me suis rapproché du banc et j'ai fini à côté de lui. Et lui, il s'est regardé, il dit, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, je suis prêt. Je suis prêt à rentrer. Dès qu'il est rentré, je me suis dit, mais Youri, il va faire quelque chose, parce que Youri, c'est un ballon, un but. Je crois que Djorkaeff était capable, et si on se rappelle bien, il rentre, il est sur le côté gauche. Je crois que mon premier ballon, il rebondit, je prends le ballon et... Il rentre avec son extérieur pied droit et il met une frappe exceptionnelle dans la lucarne. Il est rentré, quelques dribbles, un coup d'œil à droite, un coup d'œil à gauche. La balle était au fond. Paris réalise l'exploit. Le PSG s'impose 1-0 sur le terrain de la Corogne. Le club de la capitale est à 90 minutes de son rêve, sa première finale européenne.
Malgré leur avantage, les Parisiens doivent rester sur leur garde pour ce match retour. On est dans une position déjà favorable avant de commencer le match, mais on sait que ça va être compliqué. Devant 45 000 spectateurs, le Paris Saint-Germain jouait très gros ce soir face à la Corogne en rouge. Les Espagnols étaient venus au Parc des Princes pour créer l'exploit. 7e minute, Mandralin donne des frissons à la défense du PSG. Le match, au fil du temps, c'est un petit peu tendu. Les Bleus semblent crispés par l'enjeu, ils dominent, mais vont patienter 25 minutes avant de se créer leur première occasion nette. Bien lancée par Fournier, Nouma ajuste mal son tir. L'équipe a gardé la tête froide, continué soudé. Avec la finale, dans notre objectif. Raï vient juste de remplacer Nouma quand Youri Djorkaeff trouve Patrice Loco dans l'axe. D'un tir appuyé, Loco inscrit le but de la délivrance. Pour moi, c'est vrai que c'est la délivrance parce que ça y est, on a encore passé un autre tour contre une grosse équipe. Mais c'était une suite logique. Donc pour moi, il n'y avait pas de... C'était logique qu'on arrive en finale. Le PSG est au paradis. Prochain adversaire en finale, les Autrichiens du Rapid Vienne. Mais en coulisses, entre la direction et Luis Fernandez, rien ne va plus depuis de longs mois. La crise hivernale a laissé des traces. Le club met la pression sur l'entraîneur. Ce dernier est la victime désignée et finit par rompre au plus mauvais moment. Quand on te dit qu'il te faut absolument gagner un titre pour que tu puisses rester, c'est une sorte, on est en train de te mettre une certaine pression. C'est quelque chose que je n'ai jamais accepté. Luis démissionne. Le moral de l'équipe est au plus bas. Le président du club, Michel Denisot, s'explique. Il m'en a expliqué les raisons entre quatre yeux. Moi, je ne m'exprimerai pas là-dessus. S'il le souhaite, il pourra vous redire ce qu'il m'a dit. C'était en tout cas un moment très, très fort dans notre collaboration qui n'a, ça peut vous paraître paradoxal, mais peut-être jamais été aussi bonne. C'est une décision à la fois qui est un peu, difficile, mais que je l'ai prise avec beaucoup de conscience et qu'à partir de là, maintenant, moi, je n'ai qu'une priorité en tête, c'est de préparer l'équipe pour les 2 matchs de championnat qui nous restent et la finale de la Coupe d'Europe. Dans ma tête, je suis à fond dans ce club. Dans ma tête, je suis comment te dire, motivé, plus que motivé. Et quand tu prends une décision de partir, tu essaies de partir par la grande porte. C'est-à-dire que moi, j'avais déjà, après la demi-finale de la Coupe des Coupes contre le Deportivo, j'avais pris ma décision. C'était celle de partir. Malgré les exploits réalisés en Coupe d'Europe, en championnat, le Paris Saint-Germain n'avance plus. Le 27 avril 1996, soit 11 jours avant sa première finale européenne, le club de la capitale affronte la modeste équipe de Lille pour le match de la dernière chance. Si le PSG gagne, le club peut encore rêver du titre de champion de France. J'ai pris un but de ma faute, donc on n'était pas bien, quoi. Le championnat était entre nos mains et on l'a laissé échapper. C'était une grosse déception. On l'a donné aux autres. Voilà, ça a été cadeau de notre part. C'était dur, mais je pense que le championnat, on l'a perdu avant Lille. Je pense qu'inconsciemment, au fur et à mesure que le championnat avançait, on était aussi poussé par la Coupe d'Europe. Donc le championnat est passé un peu à l'as, quoi. On s'est focalisé plus sur cette finale en se disant que pour sauver notre saison, il fallait gagner cette finale de Coupe d'Europe. Quelque chose n'allait pas, mais on le sentait. Si on continuait comme ça, on allait se planter. Mais c'est dans ces conditions-là qu'on prépare une finale de Coupe d'Europe, quoi. En venant de perdre un championnat, en n'ayant pas le dialogue avec l'entraîneur. C'est un peu tendu, voilà, la vérité, c'est un peu tendu. Pour préparer la finale, Michel Denisot décide d'une mise au vert à Hendaye, une station balnéaire du Pays Basque. Et avec la complicité de certains joueurs, le malicieux président du PSG a concocté une petite surprise pour son équipe. Michel Denisot m'appelle en me disant Yannick, j'ai un truc à te proposer, on va partir en stage à la finale, est-ce que ça te dirait de venir? Puis je dis ok, puis je raccroche, et puis je me retourne, je dis mais merde, je viens d'arriver en vacances avec ma femme et mes gosses, je vais les planter là, et je les ai plantés. Yannick Noah a une aura de vainqueur. Il gagne Roland-Garros en 83 et mène l'équipe de France de Coupe Davis à sa première victoire depuis près de 60 ans. En avril 96, les dirigeants du PSG confient à Yannick Noah la mission de préparateur mental de l'équipe.
Un choix qui ne laisse personne de marbre. C'est vrai que nous, en voyant arriver Yannick, enfin moi j'étais très content. On a senti que, bien sûr, Louis s'était perturbé, oui. On vient un peu marcher sur ses plates-bandes. J'ai bien prévenu que s'il rentrait on va dire, dans le domaine de l'entraîneur, dans la préparation ou dans les causeries, là, à ce moment-là, je quittais le stage. Louis l'a très mal pris, mais il a été très intelligent. Il pense au club avant tout. Et il est assez malin pour se dire, finalement, je mets mon orgueil dans ma poche, et si, avec l'apport de Yannick, ça décontracte un petit peu tout le monde, et qu'on réussit à gagner la Coupe d'Europe, honnêtement, on oubliera que Yannick Noah était là, et on dira Luis Fernandez, le premier entraîneur français à avoir gagné une Coupe d'Europe. Quand je suis arrivé, je ne suis plus à l'hôtel, il devait être, je sais pas, 10 ou 11 heures du soir. Il y avait Bernard Lama, qui était un de mes amis de l'équipe, qui n'était pas au courant que j'arrivais. Mais qu'est-ce que tu fous là? Puis c'est là qu'il m'explique, quoi. Et qui me demande, mais il me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je lui dis, bon, allez, viens, je t'explique. Le lendemain matin, Yannick Noah prend les choses en main. Il réunit tout le monde dans une pièce. Mais il a une première requête d'un genre un peu particulier. La première chose que j'ai demandé, c'est que tous les dirigeants et tout le staff sortent de la salle. C'était un signe que je voulais fort, pour pouvoir tout de suite montrer que j'étais pas venu en vacances. Et de parler de la victoire, du goût de la victoire. Qu'est-ce que c'est de gagner, quoi. Il y a des gens qui font passer des messages bien mieux que d'autres. C'est quelqu'un qui dégage quelque chose de tellement positif, tellement... quelqu'un qui a un charisme gigantesque. Très souvent, les gens pensent gagnons et après on va rigoler. Moi, je dis rigolons, parce que quand on rigole, on gagne. Pour ressouder le groupe, Yannick Noah organise en plein stage de préparation une soirée entre joueurs sans dirigeant ni staff technique. On va tous en Espagne, à côté de Biarritz. Et on s'est fait une fête de malade, on s'est marré. C'était tellement bien. On a chanté, on a dansé, enfin, on a bu. On a couru sur la place, on a couru sur la plage, on a couru. Ça a été un grand moment. Il y avait la jeunesse qui ressortait, la pression qui sortait. C'est comme si on retrouvait un souffle d'espérance, de cohésion. Et au retour, dans le bus, on a commencé à chanter, tout ça. C'est de là que Yannick a créé une chanson. Bomingo de bana jaja be yeah 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 yeah. Pendant ce temps-là, à l'hôtel, les dirigeants et le staff technique tournent en rond. Louis s'impatiente. Alors Louis, c'est vrai, il bouillait, il se disait pourvu qu'Yannick il les emmène pas en boîte. Mais les joueurs rentrent sagement à l'hôtel. Le groupe veut rester ensemble pour se retrouver. La nuit du Paris Saint-Germain est encore jeune. On avait une certaine heure pour rentrer. Et on est tous rentrés à l'heure qu'il fallait. On est resté au bar, on a fait réouvrir le bar. On y est resté jusqu'à 4 h du matin. Et on a fait un grand cercle dans le hall. Et on s'est tous assis là, tous les jours on s'est tous assis là. Et on a discuté. Et même si on a perdu 2 heures de sommeil ce soir-là, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui était clairement passé. Dans la lignée de cette cohésion retrouvée, Yannick Noah propose une nouvelle technique de préparation mentale. On a dû faire une ou deux petites méditations. Une petite méditation où on se projette sur le match. L'idée, c'est d'arriver sur le terrain et avec 2-3 méditations, si c'est bien foutu, une fois que tu arrives sur le terrain, il y a un sentiment de déjà vu, déjà vécu. Il était parfait, Yannick, là. Là, il était adorable. J'ai beaucoup apprécié. Il est resté à sa place. En tout moment, il a toujours joué son rôle parfaitement bien. Yannick nous a emmené quelque chose, nous a emmené son savoir, sa vision de la compétition et la gagne. De retour à Paris, la pression monte. La finale approche à grands pas. PSG Rapid Vienne se joue à Bruxelles au stade du Roi Baudouin, à seulement 1 heure de vol de Paris. Mais les joueurs auront une demande étonnante pour les dirigeants. On voulait partir à Bruxelles en avion. Et les joueurs, pour rester ensemble, voulaient et souhaitaient faire le déplacement en bus. L'avion était calé pour le lendemain. On s'est dit 1 demi-heure de vol, on n'avait pas le temps de passer... de chanter, de déconner un peu ensemble, on s'est dit, allez, 3 h 30, ça le fait, quoi. Dans le bus, on est tendu.
On est tendu parce qu'on sait qu'on joue quelque chose d'énorme. On voulait aussi, avec le bus, voir un peu les gens dans les voitures qui nous suivaient et des bus qui nous suivaient, donc les voir un peu, se mettre un peu dans l'ambiance. « 6 mai 96, 2 jours avant la finale, le bus quitte le Parc des Princes, direction Bruxelles. Sur l'autoroute du Nord, un épisode va venir détendre l'atmosphère. Je me souviens qu'on s'est arrêté sur une aire d'autoroute. On a commencé à sentir une odeur de frites, de saucisses. Et Luis Fernandez s'est mis derrière le snack et a fait des frites et des merguez pour les joueurs. C'était pas très diététique, c'était pas en relation avec le discours que nous avait tenu Yannick quelques jours plus tôt. Là, j'étais effondré. À l'hôtel, chacun s'isole pour vivre les derniers moments à sa manière. Quand on est venus tous à la collation, hein, vers 17h, c'est vrai qu'il y avait... c'était assez pesant quand même, le silence qu'il pouvait avoir. Pour la dernière causerie d'avant-match, le manque d'écoute des mois précédents n'a plus sa place. L'équipe est de nouveau unie et suspendue aux lèvres de l'entraîneur. Dans une causerie d'avant-match, et surtout d'une finale, il n'y a pas besoin de sortir des grands mots ou des grandes phrases. On parle de l'équipe adverse, les joueurs un par un, et puis il arrive sur un des joueurs majeurs, qui s'appelait Kubauer. C'était le numéro 10 qui était excellent, qui avait un pied gauche redoutable. Et je me souviens toujours de Louis qui l'entoure là, avec un marqueur. Il dit faites attention à lui parce que c'est le métropole de l'équipe. Sur le coup, on se regarde tous. Métropole, je voulais dire le métronome de l'équipe. Donc après, on se met à éclater de rire. Ouais, tout le monde a rigolé, même lui, et c'est ça qui est bon. Enfin, voilà. Dans le bus, Bruno Ngotti, peu connu pour ses talents de buteur, se sent pourtant très inspiré par cette finale. Dans le bus qui nous amène au stade, juste avant la finale, il y avait Bruno Ngotti qui était derrière moi. Et puis à un moment, il m'a dit hey, « Bruno, alors, t'es concentré pour ce match, tiens ?» Et je lui ai dit « Tu sais quoi, ce soir, tu vas voir, je vais marquer. » Mais je lui dis « C'est bien, si t'as envie de marquer, marque. » Et j'ai dit « Oui, tu verras, je vais marquer ce soir. » Les joueurs n'ont qu'un désir, entrer sur le terrain pour le match de leur vie. 15 000 supporters parisiens ont fait le déplacement. Ils sont de très loin les plus bruyants. Le PSG dispute ce soir sa première finale de Coupe d'Europe. Tous les Parisiens espèrent que ce soit la bonne. C'est 4 saisons qu'on courait après une finale. Donc, t'es hors de question de laisser ça passer. On voulait gagner. Il n'y a que la victoire qui était importante. Je leur ai dit que ça doit être un jour de lumière. C'est un jour dont on se souvient. Il faut pas le manquer, il faut le distiller. Donc ne doutez pas, vous êtes prêts? On joue notre vie là. Quand un gars qui va sur le terrain pour une finale, il joue sa vie, quoi. C'est dur. Tout ce qu'on avait construit, ça peut s'effondrer en 90 minutes. Écouter le bruit des crampons sur le carrelage, oui, ça m'imprègne, ça me motive, exactement. Oui. Donc, oui, vous entendez du bruit, mais vous êtes dans le couloir, vous n'êtes pas encore sorti dans l'arène. À la seconde où les mecs rentrent sur le terrain, t'as la trouille. Hein. Et effectivement, avec l'entrée des joueurs sur la pelouse. Alors que le coup d'envoi vient d'être donné pour ce match. J'ai senti qu'on arrivait à trouver des liens. Et j'ai trouvé que l'équipe était bien en place. On ne perd pas beaucoup de ballons. Il n'y a pas de fébrilité qu'il peut y avoir des fois dans les finales. Tout le monde est bien concentré. Là, les duels, c'est la guerre. C'est 2 contre 1. Il n'y
Il y a une tactique là, j'ai envie de le bouffer, c'est rien d'autre. Hein. Les premières minutes, je mets beaucoup de pression sur l'adversaire. Je me rappelle d'un tacle, je crois que c'est sur le côté droit avec un joueur du Rapid. Un peu ouvert à la lèvre, mais ça donne le tempo du match. Dans les premiers ballons que je prends, il y a eu un coup fort, comme rarement je les ai pris. Ça me fait très 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 mal. C'est le seul moment de ma carrière que j'ai eu l'impression que c'était quelque chose qui était déjà pensé avant. Là, ces mecs-là, il faut les casser. Là, il y a un pépin, c'est Kraï, je vois qu'il va sortir. On voit un joueur comme Raï sortir, on se dit que ça va être encore plus dur. Raï, c'était le joueur, un de nos joueurs importants. Personnellement, je me dis c'est fini. Et puis je me reprends tout de suite et je me dis, c'est pas grave. Ça change rien. On est dans le match, on est bien. Donc on est encore plus concentré parce que il faut que chacun d'entre nous en donne un peu plus. Je sais que Youri, à un moment, tire sur la tête et sur la barre et je me dis, oula. Il n'y a pas de dépit de dire, ah putain, elle n'est pas rentrée ou... Non, je savais à un moment donné, ça allait rentrer. On prend le dessus, c'est bien, mais il serait peut-être temps quand même qu'on fasse la différence. Elle n'arrivait pas, cette délivrance en quelque sorte. Il y a une faute. Et ce sera un coup franc au bénéfice de l'équipe parisienne. Tous les coups de pied arrêtés sont les occasions de but dans des matchs importants. On est loin tout de même de la cage de Consel. Un coup franc un peu plus loin de 30 mètres, ouais, la première chose que je me dis, elle est pour moi. Mais le coup franc, il a arrêté à 45 mètres, j'aurais dit, elle est pour moi aussi. Avec Bruno N'Goti aux côtés de Youri Djorkaeff. S'il y avait un joueur qui pouvait frapper ce coup franc, c'était pas Youri Djorkaeff, c'était Bruno N'Goti parce qu'il est très loin. Et c'est le seul joueur qui avait une frappe aussi lourde. Tout de suite, inconsciemment, j'y vais parce que je sais que c'est moi qui dois tirer. Ça paraît tout de même un peu loin pour Bruno N'Goti, dont on connaît la puissance de la frappe. N'Goti et Djorkaeff sont en train de discuter. Youri a des envies de la tirer, donc commence à me dire, Bruno, tu la sens, Youri, tu la sens. Donc on a un petit dialogue comme ça qui se dit, vas-y, c'est qui, c'est moi, c'est lui, c'est moi. Il dit, non, mais là, c'est un peu loin pour toi, Youri. Non, 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 je t'assure, elle est pour moi. À cette distance, c'est Bruno. C'est Bruno qui doit le tirer. C'est pour ça que je n'ai cessé de l'appeler. Prends tes responsabilités. Je disais même à Youri, fais tirer Bruno. Louis aime à croire que c'est lui du banc de touche qui criait « Bruno, tirez !» Mais personne n'entendait. Personne n'entendait. Du coup, je dis à Youri, écoute Youri, c'est bon, laisse-la moi. Dès qu'elle l'a moi, tu vas voir, je vais te la mettre au bout. Je prends 3-4 pattes d'élan. J'essaie de frapper le plus fort possible et de viser la cage. N'Goti va frapper quand même de loin, très fort, et but! But fantastique là de Bruno N'Goti. Un coup franc à 40-45 mètres. Bruno N'Goti a pris sa chance et vient de donner l'avantage à l'équipe parisienne. Quand on voit une force musculaire comme Bruno taper dans la balle, si la balle n'est pas déchiquetée, en face, elle pénètre comme un obus. Je vois que le gardien ne peut pas l'avoir. Avant qu'elle rentre, je commence déjà à courir parce que je sais qu'elle va rentrer. Je pars en courant, je m'arrête pas, je vois les mecs derrière moi, je pars vers la tribune, je lève les bras et je vois tous les gens courir vers moi, c'est extraordinaire. C'est l'orgasme. Le coup franc d'N'Goti, vous ne pouvez pas rêver plus beau. Quand il marque, je pense que j'ai roulé une pelle à Moutier. Là, ça a été un soulagement, une délivrance. C'est une libération, mais il y a une heure de jeu derrière encore, quoi. À la mi-temps, le PSG mène 1-0. Dans les vestiaires,
Luis Fernandez demande à son équipe de ne rien lâcher. Mais s'ils veulent se mettre à l'abri, les Parisiens doivent à tout prix marquer un deuxième but. Il faut absolument marquer un deuxième but pour se mettre à l'abri, mais on n'arrive pas à le faire. Plus ça approchait de la fin du match, et plus elle a tendu. À ce moment-là, on ne gagne plus les duels. Et c'est là où on est en danger. Le PSG commence à souffrir. Le gardien Bernard Lama est mis plusieurs fois à l'épreuve. Les Autrichiens se montrent de plus en plus dangereux. Quand vous ne mettez pas des occasions pour vous mettre à l'abri, il y a du doute. Le fait de ne pas marquer ce deuxième but a permis au Rapide de Vienne d'y croire un peu. Ils ont pris un peu le dessus, donc on s'est dit, on fait quoi? On défend plus bas, donc on savait plus quoi faire. On a peur jusqu'à la dernière minute. On tremble pour Paris. Les 5 dernières minutes ont été, ont été très tendues. Plus les minutes s'égrènent et se rapprochent des 90, vous reculez. Les Autrichiens ne sont pas morts et que Lama se précipite dans les pieds de Janker. La pression est exercée par l'adversaire et là vous enchaînez les coups de pied arrêtés, les frappes adverses. Attention, là un coup franc très dangereux. L'adversaire, lui, n'a vraiment plus rien à perdre, donc il va donner toute son énergie. Nous sommes dans les arrêts de jeu maintenant. Sur ces 5 dernières minutes-là, on aurait pu tout gâcher. Attention, ça sort et Lama réalise quasiment de l'exploit. Cette fois, ça y est, il est 22h15. Paris est sur le toit de l'Europe. Quand l'arbitre a sifflé, ça a été une délivrance totale. C'est un premier titre européen, quand même, ce n'est pas rien. La chair de poule, la première fois j'ai eu les larmes aux yeux, c'est dingue. C'est des moments particuliers que peu de joueurs vivent. Et vous êtes là et c'est pour vous. Luis peut savourer avec ses enfants que la saison a été difficile. Mais ce soir, Luis Fernandez touche les étoiles. Il devient le premier entraîneur français à gagner une Coupe d'Europe. Désigné comme responsable de la crise en championnat, il permet au PSG de remporter son plus beau titre. L'exploit est immense. Vous n'avez pas envie de partir de ce stade où vous avez... on a atteint le Graal, nous. Parce qu'on en a... C'est le terme, on en a chié, quoi. Voilà. Et on n'a pas envie de partir. On n'a pas envie de partir de ce stade. Dans le vestiaire, c'est l'euphorie. Yannick Noah mène la danse. On est qui, n'est-ce pas les PSG? N'est-ce pas nous sommes mauvais? C'est la première fois que j'ai vu des joueurs danser dans le vestiaire, alors que je n'ai jamais vu danser en 6 ans. Pourtant, on était allé souvent en boîte de nuit après les matchs. Avant d'aller au siège de Canal+ pour une grande fête, les joueurs sont accueillis à l'aéroport du Bourget par des supporters un peu particuliers. Et on est allé faire la fête à Canal, il y avait un orchestre, il y avait tout. On avait pu faire venir tous nos copains, toute notre famille, il y avait un monde, c'était incroyable. On est rentré, il était très tard. Très tard, je crois que je débarquais à la maison, il devait être 6 heures, je pense, à la maison. Et Laurent Fournier a eu une idée, je ne sais pas si elle est géniale, mais il a dit, puisqu'on va à l'Élysée, on ne va pas y aller comme ça, on va y aller avec des cheveux teintés. Blazer et cheveux verts, autographes et sourires, ce sera comme ça toute la journée. Ils ont la tête dans les étoiles et ce sont les princes du jour.
un dîner officiel hier soir. Eh ben, je l'ai annulé. Et j'ai regardé le match. Et j'ai compris comment on devenait cardiaque. Après avoir été reçus par le président de la République, les dirigeants du PSG décident dans la précipitation de remonter les Champs-Élysées dans des voitures décapotables. On ne pensait pas qu'il allait y avoir autant de monde. On pensait que les voitures allaient remonter tranquillement. C'était un grand moment. J'ai aimé, j'ai apprécié. Puis voilà, c'est des périodes comme ça qu'on n'est pas prêt d'oublier. Mais rapidement, les fans veulent toucher les héros de la veille. Et ils sont de plus en plus nombreux. Les voitures, elles ne roulaient pas. On ne pouvait pas avancer. Et il y avait des personnes qui montaient dans nos voitures, qui nous sautaient dessus. Donc on a commencé à se dire, oula, ça... Ça secouait énormément. Mais on sentait cette énergie, la fierté des supporters parisiens. C'est vrai que parfois la foule, ça fait un peu peur, mais on est tellement heureux qu'on oublie tout le reste. Après s'être extirpés des Champs-Élysées, les joueurs et le staff arrivent au Parc des Princes pour présenter la coupe aux supporters parisiens. On s'était dit qu'arrivé au parc, on allait pouvoir présenter cette coupe un par un, on allait être présenté au public, on allait être ovationné. Malheureusement, ça s'est mal passé après avec les supporters. Des centaines de supporters envahissaient la pelouse, interrompant le bel ordonnancement de la fête. C'est sorti de tous les côtés, ça a couru sur le terrain. Ça a gâché la fête. Malgré la joie, les joueurs commencent à craindre pour leur sécurité. Ils sont obligés de regagner le vestiaire. Yannick Noah a décidé de venir en famille avec son fils Joachim, le futur champion de basket américain. Et vraiment le souvenir marquant que j'ai de ce moment-là, c'est Joachim Noah, le fils de Yannick, qui était là donc, le lendemain avec nous, au vestiaire. Le gamin, il avait 2 boîtes de coca, il tapait dessus et il chantait. Et quand je le vois aujourd'hui jouer au basket, je trouve ça extraordinaire, quoi. Voilà, t'as un enfant qui rentre dans le vestiaire, et tous les gars qui le prennent et qui lui tapent dans la main et qui chantent avec lui, ça n'a pas de prix, ça n'a pas de prix. Je fais partie de l'histoire du PSG. J'en fais partie. Et je ne suis pas le seul. Je ne suis pas croyant, je ne suis pas superstitieux ou quoi que ce soit, mais je savais qu'avec cette équipe-là, on ne pouvait pas passer à côté. On était vraiment soudés, on était vraiment tous ensemble. On a fait une fête ensemble, on a signé des choses ensemble. Et ça, on ne pourra pas nous l'enlever. Est-ce que cette victoire est la plus belle victoire dans l'histoire du Paris Saint-Germain? La réponse est oui. Je crois que la victoire en Coupe d'Europe est, je dirais, disons un chemin supplémentaire accompli en direction d'un autre succès européen plus tard. Aujourd'hui, le Paris Saint-Germain est devenu un club immense. Chaque année, le PSG se rapproche un peu plus du Graal européen, la Ligue des Champions. C'est avec le passé qu'on écrit le présent et le futur. Donc c'est l'histoire d'avant qui a fait que le PSG en est là aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un PSG qui est rentré dans une autre dimension. C'est un autre Paris Saint-Germain. On sent aujourd'hui des joueurs, je parle pour la plupart étrangers, qui aiment Paris, qui aiment le club, qui aiment la ville et qui s'y sentent bien. Mais je suis persuadé que le PSG, ce PSG, est sur la bonne voie. Et c'est difficile à dire, hein. Ça peut être dans 2-3 ans, dans 4 ans, on ne sait pas. Mais je suis persuadé que le Paris Saint-Germain réussira à remporter une Ligue des Champions, la Ligue des Champions, j'en suis sûr. Domingo de bala jaja be. Yeah yeah yeah, yeah yeah yeah, yeah yeah yeah, yeah yeah yeah.